On parle politique à présent après avoir scruté l'environnement politique national. Le mouvement Espoir du Bénin se veut centriste. Son président François Adebayo Abiola se prononce sur la réforme du système partisan en cours au Bénin. Il est au micro de Jérôme Ombo. Le système partisan, je pense que le président Talon a très bien vu. Et la plupart des responsables des partis politiques au Bénin, même si on ne le dit pas, nous savons que nous sommes essoufflés par la gestion financière des partis politiques. Chacun essaie de se débrouiller comme il peut pour tenir la route et pour faire fonctionner ses partis. Quand vous avez entre 200 et 300 partis, vous voulez aller où avec cela? Donc le président Talon dit, je vais faire des réformes. Mais j'ai vu qu'au début, vous vous rappelez, au départ, on ne s'occupait pas des réformes partisanes, on s'occupait pratiquement d'un mandat, 2 mandats, et ainsi de suite. Et on laissait ce côté important, financement des partis politiques, on n'en parlait pas. Pour nous, Mouvement Espoir du Bénin, nous avons dit qu'il faut faire ces réformes et aller vers 4-5 partis maximum pour le Bénin. Moi, je pense qu'il faut définir des courants. Il faut définir des courants pour dire, voilà, premier courant, les gens de la gauche. C'est quoi les critères pour la gauche? Les gens de la droite, c'est quoi les critères pour la droite? Le mouvement Espoir du Bénin, après avoir regardé, après quand même avoir fonctionné avec la FCBE pendant un bon moment, avoir scruté les avantages et les convénients de la position des uns et des autres, nous nous sommes dit au mouvement Espoir du Bénin que ce qu'il faut pour nous, c'est de nous déclarer parti centriste. Autre actualité dans cette édition, un atelier de 3 jours dénommé Réunion de négociation mobilise depuis ce matin les responsables de la SBEE et ceux du MCA Bénin 2 à Zalaï Hotel. L'objectif est de permettre à l'entreprise de mieux jouer son rôle en comptant sur l'engagement de l'État. Alexis Segbemont et Jean-Claude James nous en disent davantage. La réussite de la mission de service public confiée à la SBEE par l'État exige des préalables. Il s'agit entre autres de l'engagement des 2 parties. Cette réunion de négociation à laquelle participe l'équipe du MCA Bénin 2 se propose de baliser le terrain. Aujourd'hui, nous allons discuter des engagements de la SB2E. Demain, nous allons discuter des engagements de l'État. Et après-demain, nous allons faire la synthèse pour que nous puissions dire nous avons un document disponible à partager avec le gouvernement qui va prendre la décision finalement en Conseil des ministres. Mais quels sont les bénéfices de ce contrat-plan pour la Société béninoise d'énergie électrique? L'engagement du gouvernement aux côtés de la SBE lui permet dans un premier temps de dépolitiser entièrement l'entreprise et de lui permettre aussi d'assurer de façon pérenne l'ensemble de ses responsabilités. Donc, il s'agit aujourd'hui pour chaque partie de s'engager sur l'ensemble de ces réformes-là et d'apporter donc sa contribution pour le succès et pour le bien-être de l'entreprise. Visiblement, c'est une bonne nouvelle pour les clients de la société. Mais quid du délestage? Le délestage n'existe plus. C'est des coupures liées au dysfonctionnement des équipements. Il faut absolument que, s'ils n'ont pas assez d'énergie pendant 15 à 30 minutes, il faut absolument qu'ils se rapprochent des services de la SBE pour que ces services puissent leur apporter la solution. Les abonnés savent désormais ce qu'ils ont à faire. Gestion de crise alimentaire, un atelier s'est ouvert ce matin. C'est une réunion de la première qui se déroule donc annuellement. Elle concerne cette réunion la cellule InfoStock. Il s'agit d'un outil destiné à aider la réserve régionale de sécurité alimentaire créée par la CEDEAO dans la prise de décision objective en cas de crise alimentaire en Afrique de l'Ouest. Rachida Biomaman et Rebecca Kendiaoundé, Rosemont Tchapoué nous en parlent. Vous aurez le compte-rendu de cet élément dans notre édition de 23h.
Plusieurs tonnes de coton parties en fumée à Koutet dans la commune de Segbana. L'arme du crime, un briquet, mais l'auteur, un jeune homme de 15 ans environ, ne s'en est pas sorti indemne. Gravement brûlé par le feu, il est référé à l'hôpital de zone de Kandy. Son état clinique s'est amélioré selon le médecin. Suivez ici le témoignage des parents sur les circonstances de cet incident. C'est au micro de Firmin Bassao. Ce qui s'est passé là-bas, il achète le coton et il attache avec les ballots. Maintenant, on prend les ballots là pour mettre le coton là en haut. Et c'est le gars là qui fait détacher le code des ballots là. Et ça refuse de détacher et il veut faire vite. Et il a briqué dans sa porte maintenant. Il a allumé pour couper le code là avec le feu là. En même temps, le coton a brûlé. Mais les enfants, les gars, sont malades un peu, quoi. Pas plus fille. La surface corporelle brûlée était quand même importante, à 40 degrés. Déjà à son arrivée, les soins comme l'antibiothérapie, la réhydratation étaient assurés et les pansements quotidiens avec la biafine et tout ont suivi. Ce qui fait que là maintenant, je pense qu'il est quand même assez stable. Je pense qu'il est hors de danger actuellement. Mais à l'entrée, ce n'était pas évident. À cette superficie brûlée, en général, il faut référer à Parakou. Eh bien, la gestion des déchets biométriques, nous en avons parlé hier dans un reportage. Nous nous intéressons à sa gestion dans les formations sanitaires aujourd'hui et surtout celui liquide qui serait plus dangereux. Suivez ce magazine réalisé par William Choki et Abiato Maro. Elles naissent comme des champignons, sans aucune autorisation pour certaines. On les retrouve dans tous les coins de rue. Plus grave, ces formations sanitaires ne disposent d'aucun système de traitement des déchets qu'elles produisent. L'exiguïté dans laquelle se retrouvent les formations sanitaires privées aujourd'hui ne permet pas d'installer un incinérateur. Vous allez voir sur des immeubles, des formations sanitaires. Et ils ont loué quelque part. Ils ne peuvent pas installer un incinérateur pour pouvoir incinérer leurs déchets biomédicaux. Il existe pourtant un décret portant gestion des déchets biomédicaux, mais rien n'est respecté en la matière pour la plupart des centres de santé. Un comportement qui expose non seulement les agents de santé, les usagers et aussi les populations vivant aux alentours. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les modes de traitement, c'est ou bien le brûlage à l'air libre. Vous allez voir des formations, c'est derrière le truc là, on met un petit trou, on met le feu. Ça, ce n'est pas une incinération. Et ça peut créer d'autres problèmes. Ensuite, maintenant, il y en a qui font l'enfouissement. On fait le trou et on enfuit les déchets biomédicaux. Donc, lorsque ces déchets sont enfuis, vous voyez ce que ça peut occasionner. La nappe phréatique, le sol contaminé par ces déchets, etc. Mais il y en a aussi qui, tout simplement, puisque nous avons à peu près à Cotonou, comme dans certaines villes, un système de collecte de déchets solides ménagers, ils font un abonnement, on mélange avec les déchets solides ménagers et ce sont les charretiers, pauvres charretiers qui ramassent tout ça et qui traînent ça et qui déposent où et avec tout les risques pour l'environnement et pour la santé. Comme on peut le constater, la gestion des déchets biomédicaux solides constitue encore un véritable casse-tête. Pour les déchets liquides, c'est le comble de la désolation. Ah là, c'est la catastrophe. Ça, je vous l'avoue parce que, en réalité, d'abord, les déchets liquides en général, il n'y a pas de système adéquat de traitement de ces déchets. Au niveau des formations sanitaires, vous savez, le principal déchet liquide, c'est le sang. Surtout dans les services de chirurgie et aussi de maternité. Et la plupart se retrouvent dans nos fosses. On les envoie tout simplement dans la fosse. C'est vrai, des fois, ils mettent de l'eau de javel, etc., un traitement sommaire, mais il n'y a pas un autre système que, en réalité, ces déchets sont évacués comme cela, avec les risques que cela comporte. À l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, nous avons essayé de comprendre le traitement fait aux déchets liquides. Les déchets liquides, là, ça, là, je n'ai pas maîtrisé ça. Les déchets liquides, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Comment vous faites? On met tout ensemble, c'est ça qui fait qu'on utilise beaucoup de pétrole.
Un traitement sommaire, mais à la maternité de cet hôpital, des dispositions semblent prises pour un minimum de sécurité sanitaire. Lorsque nous faisons les accouchements de l'autre côté, nous plaçons les bassins. Et c'est dans ces bassins que nous recueillons les liquides. Donc, lorsque nous les recueillons, après l'accouchement, nous les vidons ici. C'est le vidoir, ça. Un vidoir, un autre élément pour recueillir les déchets liquides. Mais très peu de centres en disposent. La gestion des ordures ménagères n'est pas encore chose aisée. Celle des déchets biomédicaux est une calamité, une plaie ouverte dans nos formations sanitaires. Autre problématique, les langues maternelles, richesse ou handicap au Bénin. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, nous vous proposons un regard croisé d'enseignants et de chercheurs sur les langues maternelles béninoises. Elles sont 75. Ces interrogations constituent-elles une richesse ou sont-elles un handicap? C'est dans cet élément signé Daniel Ada, c'est Nadia Ayaka. Discussion entraînante qui s'achève dans une hilarité. Un seul moyen utilisé, la langue. C'est à travers la langue que vous exprimez votre pensée, vous exprimez vos opinions, vos sentiments et bien entendu vos émotions. C'est le facteur de transmission des connaissances. Donc c'est un vecteur de connaissances. Selon les dernières études, on parle au Bénin plus de 70 langues. Pour les spécialistes, ce sont des langues de nationalité, des langues ethniques, qui constituent tout de même une richesse. Il y a autant de langues, il y a tant de béninois. Parce que nous fondons aujourd'hui la détermination du nombre de langues maternelles sur le sentiment linguistique du locuteur. Or, pour que nous puissions clarifier ce sentiment linguistique du locuteur, il faudrait recommencer nos enquêtes et déterminer qui parle quoi, où et comment. Et depuis 2013, le Bénin, grâce au projet École et langue nationale, expérimente l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif formel. 30 écoles font l'expérience à titre pilote. Et lorsqu'on éduque les enfants, lorsqu'on leur donne les enseignements dans leur langue, ça leur permet directement de s'approprier tout le contenu de l'enseignement, mais sans intermédiaire, sans blocage, sans contrainte majeure. L'apprentissage et la maîtrise de la langue maternelle favorise l'apprentissage et la maîtrise de la langue seconde. Qui parle sa langue et qui l'écrit est mieux outillé pour parler et écrire la langue de l'autre. Une avancée significative pour l'école et pour les enfants béninois. Mais il faut aller plus loin, confectionner un alphabet dialectal et standardiser les langues béninoises. Nos langues, là où nous vous parlons, sont encore au stade de langue orale. Nos langues n'ont pas encore le langage juridique, le langage philosophique, le langage économique, le langage bancaire, le langage de mathématiques, le langage de la sociologie, de la géographie, etc. Les langues maternelles, facteur clé du développement, on doit s'y accrocher pour ne pas tout perdre. Et on ne change pas de registre. L'Institut international de recherche et de formation INEREF a organisé une conférence de presse, une conférence publique sur le thème « Œuvrer pour l'enseignement à travers la langue maternelle de notre localité en vue des avenirs durables ». C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle au Bénin. La conférence a eu lieu ce mardi matin à Cotonou. Reportage. L'Institut international de recherche et de formation célèbre une fois encore la Journée internationale de la langue maternelle. À travers cette conférence publique, le bilan du chemin parcouru est dressé. Il suffit de remarquer par exemple que la Bible est traduite aujourd'hui dans les principales langues du pays. L'exemple de l'école Adjadjou, qui était de gamins, où les enfants ont commencé leur cursus en langue Adja et entament avec grand succès dans cette langue l'apprentissage du français en leur 4e année est également éloquente. Selon les responsables de l'INEREF, des efforts sont fournis, certes, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. À cet effet, ils proposent 1. Alphabétisation immédiate de tous les adultes
analphabètes du pays dans leur langue maternelle sur une période de 3 ans. 2. Instruction des enfants à partir de ce moment dans leur langue maternelle. 3. Introduction des enfants dès la 4e année de l'enseignement primaire à une langue étrangère. Et pour finir, il a dit une loi particulière réglera les questions de transition. Pendant 3 jours, des conférences publiques auront lieu en langue nationale sur toute l'étendue du territoire béninois. Démarrage ce mardi d'un atelier de formation des enseignants. Objectif principal, renforcer la capacité de ces enseignants et leur organisation syndicale à participer au dialogue social et à la réforme des politiques éducatives. Brice Cotonou, Jérôme Mongbo et Bruno Hotepo nous en parlent. Assurer une éducation inclusive, équitable, de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. C'est la préoccupation majeure de ces femmes et hommes de l'enseignement venus s'abreuver à la source du dialogue social, une initiative de l'UNESCO. L'UNESCO a constaté que quand il n'y a pas la paix dans un pays, quand il n'y a pas de dialogue entre les différentes composantes de la nation, particulièrement les partenaires à l'éducation et les autorités en place, l'école ne marche pas. Nous allons mettre en place des outils pour introduire un module dans la formation des jeunes âmes que nous encadrons. Vu les difficultés du secteur de l'enseignement au Bénin, les présentes assises vont permettre d'échanger sur les enjeux du système éducatif. À quoi ressemblera le système éducatif béninois en 2030? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Béninois et les Béninoises, les enfants, aient une éducation de qualité qui leur permette de trouver un emploi et de s'insérer économiquement et socialement dans la société, qu'ils habitent à Cotonou, à Karimama ou à Lokossa. Essentiellement, le résultat est que nos partenaires sociaux puissent être désormais en mesure d'apprécier et d'analyser à juste titre les dossiers et qu'ils vont aborder avec nous au niveau de l'administration. Au-delà du renforcement de leurs capacités, cet atelier permettra aux enseignants de réduire la proportion des jeunes non scolarisés et sans formation d'ici à l'horizon 2020. Autre actualité, une délégation de la Cour de justice de la CEDEAO séjourne au Bénin depuis quelques jours, conduite par le professeur Alioune Sall. La délégation est au Bénin pour sensibiliser sur les missions de la Cour de justice de la CEDEAO. Plus de précisions dans cette interview réalisée par Huguette Ondelo. La Cour de justice de la CEDEAO, c'est l'organe judiciaire de la CEDEAO. Son existence comme organe judiciaire était prévue depuis 1975, mais elle n'a jamais vu le jour. En réalité, elle a commencé à fonctionner en 2002. Et plus précisément, depuis 2005, elle a des attributions en matière de violation des droits de l'homme. Ce qui est pour l'instant le poste, j'allais dire, sur lequel nous travaillons le plus. Nous sommes au Bénin dans le cadre d'une mission de sensibilisation que la Cour organise de façon régulière dans les États membres depuis quelques années. Et comme le nom l'indique, il s'agit de sensibiliser les divers acteurs judiciaires en particulier aux procédures qui ont cours devant notre juridiction. Dans le cadre de ces missions de sensibilisation, nous sommes amenés à rencontrer des autorités judiciaires assez importantes, comme le premier président de la Cour suprême, comme le ministre de la Justice, et comme le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il faut dire qu'à côté de ces missions de sensibilisation, nous avons ce qu'on appelle des missions de formation. La Cour en a organisé une récemment au Burkina Faso, il y a quelques jours. Et il s'agit, dans ces missions-là de formation, d'initier de façon beaucoup plus précise et plus pédagogique, notamment les avocats, mais également les magistrats, aux procédures et aux conditions dans lesquelles la Cour de justice de la CEDEAO peut être saisie. En clair, tout citoyen d'un État membre de la CEDEAO peut directement, sans avoir épuisé les voies judiciaires nationales, peut directement saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour violation d'un droit.
il suffit que ce droit soit énoncé dans un instrument juridique, quel qu'il soit, qui lie l'État en question. Un tour dans nos cours d'eau dans le cadre du Happy Chinese New Year, le festival du Nouvel An chinois au Bénin. Le centre culturel chinois a organisé une compétition sur l'eau du lac Toro qui stagne dans la région Tori. Le point de ce concours des meilleurs piroguiers, c'est avec Isdine Bouraïma et Patrick Diossou. 180 000 francs CFA, c'est le total de la cagnotte partagée aux gagnants par le centre culturel chinois. 180 000 francs, dont 90 000 pour les premiers en tenue verte, 60 000 francs pour les deuxièmes en t-shirt bleu, 30 000 francs pour les troisièmes en maillot jaune. 6 gagnants de cette compétition, où ils sont 2 par équipe, une dizaine d'équipes en jeu. Au départ, un drapeau rouge agité à main nue et avec en main juste des pagaies. Les 20 concurrents ont parcouru de la rive ouest à la berge est du lac Toro. Ces candidats à ce concours de pirogues ont ainsi couru avec leurs véhicules non motorisés. Les pirogues dont le moteur était seulement les mains en mouvement. Des embarcations dont le carburant était la sueur qui se mélangeait aux gouttelettes de cette eau courante. Une compétition organisée en Chine aussi. Et en Chine, dans le sud, parce que dans le nord, il fait très froid. La rivière ou bien les fleuves sont glacés. On ne peut pas naviguer des bateaux, des piroguiers. C'est plutôt, on fait la compétition du dragon en Chine. Hein. Il n'y a pas de piroguier en Chine. Les bateaux du dragon, c'est devant, quoi. Il y a une tête du dragon. Il y a une dizaine de personnes qui naviguent le bateau. En Chine aussi, on prime aussi les gagnants. Pour gagner, les pagaies n'ont pas eu de bégaiement. Afin de mieux parler de cette 8e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Direction le Soudan du Sud, l'état de famine est déclaré par le gouvernement du Soudan du Sud après 3 ans de guerre civile. Les populations de plusieurs zones de la région d'unité dans le nord risquent à présent de mourir de faim. Suivez ce reportage. L'enquête progresse, mais les avancées sur la mort de Kim Jong-nam sont loin de plaire à la Corée du Nord. Elles mettent en cause 7 de leurs ressortissants, ce qui est impossible pour l'ambassadeur nord-coréen. Il n'y a pour le moment aucune preuve sur les raisons du décès. Nous ne pouvons pas croire les résultats de l'enquête menée par la police malaisienne. Ces investigations ne font qu'accroître notre sentiment que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui les dirige. Ces déclarations provoquent un tollé en Malaisie. Après avoir convoqué l'ambassadeur nord-coréen, le ministre malaisien des Affaires étrangères a choisi de rappeler son propre représentant à Pyongyang. Au total, 4 personnes ont été arrêtées et 7 Nord-Coréens sont actuellement recherchés. Parmi les 4 individus interpellés, les 2 femmes à l'origine de l'empoisonnement du demi-frère de Kim Jong-un. En garde à vue, elles soutiennent avoir accepté de participer à une simple caméra cachée où elles étaient payées pour asperger d'un liquide inoffensif le visage d'une victime. Un produit qui a tué en quelques instants Kim Jong-nam. Mercredi au plus tard, les résultats de son autopsie seront connus, ainsi que cette mystérieuse substance. Eh bien là, c'est le sujet relatif à la mort de Kim Jong-nam, un meurtre qui a suscité la tension entre la Malaisie et la Corée du Nord. Allons à présent au Soudan du Sud, où l'état de famine est déclaré par le gouvernement du Soudan du Sud. Après 3 ans de guerre civile, les populations de plusieurs zones de la région d'unité dans le nord risquent à présent de mourir de faim. Je vous invite à suivre ce reportage. Les réfugiés sud-soudanais affluent par milliers. À Adjoumani, dans le nord de l'Ouganda, le camp financé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est au bord de la surcapacité. Côté Soudan du Sud, la situation humanitaire est catastrophique. Lundi, le gouvernement de Djouba a déclaré l'état de famine. 100 000 personnes dans certaines régions du pays sont concernées. Les gens commencent à mourir de faim. Ce n'est pas un mot que nous utilisons à la légère. J'espérais ne jamais avoir à l'utiliser pour décrire la situation au Soudan du Sud. Malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver et nous devons le nommer par le mot famine. 3 années de guerre, les prix élevés de la nourriture et une production agricole réduite sont à l'origine de la catastrophe.
Je venais de cultiver et j'attendais la récolte. J'ai perdu tout à cause de la guerre. J'ai eu peur pour ma vie. Selon des projections, la famine pourrait toucher jusqu'à 1 million de personnes si rien n'est fait pour l'endiguer. L'ONU appelle de toute urgence les belligérants à soutenir et à faciliter le travail des humanitaires. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Héloïse Winato à 23h pour l'édition du soir. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, à très bientôt.